Aujourd'hui, on reçoit Loïc Chemel. C'est encore un épisode de Head of SEO. Le SEO, je le vois vraiment comme un J'ai gamifié complètement l'approche du SEO. Tu vois que c'est dans le top 1000 des sites français, que ça génère plus de mensuels. Et là, tu te dis, ah ouais, ok, c'est énorme. Pouvoir poncer en fait la thématique de A à Z. Tu le remarques un petit peu quand tu es en agence, tu bosses sur plusieurs clients. Tu te dis, ok, là, quels sont les sur lesquels on va pouvoir bosser, qui vont générer des résultats rapides, versus des petites optimes sur lesquelles en fait tu vas passer des heures, des jours, des semaines. Et c'est là où en fait tu gagnes tellement de temps parce que tu as vu tellement de use cases différents que derrière tu connectes beaucoup plus vite. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. C'est encore un épisode de Head of SEO, donc on est super content avec Antoine, c'est les épisodes qu'on aime particulièrement. Aujourd'hui, on reçoit Loïc Chemel, donc on va parler de ton expérience. Donc tu as notamment été Head of SEO au sein de, donc comme tu dis, LEC, qui est du coup l'expert comptable, c'est .fr je crois. .com, .com. expert. .com, c'est Ouais. ça. Donc ça va être intéressant. Pour l'anecdote, c'est un site que je croise vraiment régulièrement sur les SERP, alors que j'ai même pas de clients vraiment dans la thématique. Tu vois, donc c'est vraiment d'un point de vue utilisateur, quand j'ai dû faire des recherches ou quoi, j'ai vraiment croisé pas mal ce site-là. En plus, il y a la notion d'exact match domain ou semi-UMD, parce qu'il y a le L apostrophe, mais bon voilà. Et bon, ça va être intéressant de déblayer tout ça. Hâte de savoir ce que tu as fait là-bas. C'était quoi les problématiques, les process et tout. Ça va être top. Je fais un petit rappel sur les performances du podcast et sur les sponsors avant d'entamer le vif du sujet. Du coup, sur YouTube, on est à 2160 abonnés. Ça continue d'augmenter. Donc merci à ceux qui s'abonnent, à ceux qui se sont déjà abonnés, à ceux qui prennent le temps de commenter. Ça fait super plaisir. Et sur Spotify, on est à 129 notes pour une moyenne de 4,9 sur 5. Donc merci à tous ceux qui ont évalué l'émission et qui l'évalueront par la suite. On approche les 130 et par extension, on approche les 150 notes. Ce qui est, je le rappelle, quand même très très bien pour un podcast qui se focus sur le SEO, qui n'est pas non plus super grand public. Enfin, on est vraiment content de cette stat. Donc merci à tous ceux qui ont pris le temps. Et merci aussi à ceux qui commentent sur Spotify, parce que je rappelle qu'on peut le faire et que ça nous aide. Sur les sponsors, du coup, comme d'habitude, on a 3 marques qui nous soutiennent. On a ToteSEO, Linkuma et SEO Monkey. ToteSEO, c'est l'outil qui vous aide sur la partie sémantique, intention de recherche, bref, comment optimiser vos pages, quel texte ajouter, quelle feature ajouter, etc. Linkuma, c'est une plateforme de netlinking qui permet d'acheter des backlinks pour pas cher, à partir de 7 €. Et SEO Monkey, c'est l'agence SEO d'Antoine qui est basée à Lille et qui intervient dans toute la France. Si vous avez besoin d'une presta SEO de qualité, vous pouvez évidemment vous tourner vers son agence. Vous avez les 3 liens qui se trouvent dans la description. Merci à ces 3 marques. Et puis on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Est-ce que Loïc, du coup, tu peux nous présenter un peu ton parcours SEO dans les grandes lignes? Déjà, comment tu as découvert le SEO? C'est toujours intéressant de savoir ça. Et puis voilà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi ton quotidien? On veut tout savoir. Yes, bah écoutez, alors moi je suis tombé dans le SEO. On peut commencer le parcours en 2020, période Covid. Je sortais d'un stage justement dans une entreprise qu'on peut appeler traditionnelle. Donc une entreprise qui faisait des portes de garage en fait. Ouais. Et en sortant de cette expérience-là, je me suis dit, il faut que je trouve, pour mon alternance justement, parce qu'après j'allais poursuivre en alternance justement pendant 2 années. Je me suis dit: «Il faut que je trouve une boîte dans laquelle je peux m'entourer d'experts». Donc là, j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi. Les startups, prospecter des startups, Mhm. prospecter des boîtes, SaaS, parce que là aussi souvent tu as des profils assez poussés, techniquement sur la partie marketing. Ouais. Donc là, c'est vraiment, je sors de mon stage, partie market, je connais pas grand-chose. Et le dernier type d'entreprise qui m'intéressait, c'était les agences. Ok. C'était un peu les 3 types. Et finalement, je me suis tourné vers les agences parce que j'ai eu l'opportunité d'aller dans une agence HubSpot. Donc Antoine, j'ai vu que tu avais pu justement te tester sur ce CRM-là. Me casser les dents, oui. Donc j'étais dans une boîte justement qui accompagne les entreprises sur l'outil HubSpot. C'est une agence qui était top 10 France. Et donc il y avait des profils justement très poussés sur tous les aspects de la partie marketing. Donc HubSpot, à cette époque-là, c'était très orienté inbound marketing. Ok. Non, c'est un petit peu moins le cas. Ils ont vraiment focus sur la partie... il y avait toujours eu la partie CRM,
mais ils ont un peu délaissé la partie inbound. Et du coup, il y avait beaucoup de ces profils qui étaient très capés sur ces aspects-là. Et moi, j'étais vraiment sur la partie chargé de marketing pour l'agence. Hmm. Et dans les différentes missions, il y avait toute la partie gros hacking et il y avait aussi une partie SEO. Donc c'est là où j'ai pu justement commencer à me faire un petit peu la main, les dents sur ce projet-là. Et donc il y avait en plus, les challenges étaient super intéressants parce qu'en fait, tu as l'objectif de te positionner sur les requêtes d'HubSpot, Hmm. mais t'es pas HubSpot. Tu as aussi l'objectif de faire connaître HubSpot à des personnes qui n'ont pas encore de besoin concernant HubSpot finalement, mais tu dois trouver des thématiques, des problématiques qu'ils rencontrent pour pouvoir pousser HubSpot. Hmm. C'était là où vraiment j'ai découvert la partie SEO. Ouais. Et puis, à la fin de cette alternance-là, justement, donc, je me suis fait ma petite expérience sur cette partie-là, mais je me suis dit, je suis pas encore à 100% de ce que je pense sur la partie SEO. Il y a encore tellement de choses à apprendre, notamment sur les parties techniques. Il y a tellement, ça peut être vite complexe. Et là, c'était vraiment la partie contain c'est celle, on le détaillera, je pense après, mais la partie sur laquelle je préfère, ma partie préférée. Ok. Et, c'est là qu'il y a, je vois l'offre de l'expertcomptable.com. Mhm. Donc là, directement, nom assez ronflant. EMD, donc là, je me rappelle, je regarde sur mon SEMrush, je vois, on peut voir les classements des sites en France. Tu vois que c'est dans le top 1000 des sites français, que ça génère plus d'1 million de trafic mensuel. Et là, tu te dis, ah ouais, ok, Ouais. c'est énorme. C'est énorme. Et en plus, je vois qu'il y a un head of SEO. Donc, Pierre-Charles, si tu passes par là, gros bisous à toi. Et justement, c'était un head of SEO qui avant bossait chez Energy. Enfin, vraiment un profil avec lequel je me suis dit, là aussi, je vais apprendre des choses. Ouais. Ouais. Et c'est comme ça que je me retrouve chez l'expertcomptable.com en tant que profil assez polyvalent. Hmm. Donc, sur la partie market, la partie SEO, euh, la partie CRM aussi, Ok. HubSpot. Et donc, c'est là où je me fais encore un petit peu la main dessus. Par la suite, j'ai la chance de partir sur d'autres projets SEO. Mhm. Donc là, plus en autonomie, euh, pendant quelques mois slash même années, avec des résultats sympas. Et par la suite, du coup, j'ai pu revenir sur le gros bateau qui est l'expertcomptable.com. Ok. Donc là, actuellement, tu bosses de nouveau pour l'expert comptable? Exactement, Ok. c'est ça. Ok, ça marche. Ok, trop bien. Moi, j'avais juste une petite question par rapport à ta période agence HubSpot. Tu disais que du coup, un des défis, c'était potentiellement de se référencer, de se positionner sur les mots-clés liés à HubSpot. Vous arriviez à vous positionner, par exemple, sur des guides avec HubSpot dans le mot-clé? Euh, Ouais, vous y arriviez? Ouais. Ouais, il y avait toute la partie parce que HubSpot fonctionne, il y a des hubs, le hub marketing, Ouais. le hub sales, le hub service. Donc il y avait cette partie-là sur laquelle on essayait de se positionner. On était plutôt pas mal. On était derrière HubSpot en fait sur la partie hub service, hub sales, hub marketing. Donc en fait c'était des guides, Ok. vraiment des guides complets sur le hub, les différentes fonctionnalités avec des images, Ok. des vidéos. Donc il y avait toute cette partie-là. Et puis aussi, il y avait la partie intégration HubSpot. Donc HubSpot, tu peux le connecter avec différents outils. Et on essayait aussi de grappiller des leads avec justement toute cette partie intégration. Hmm. Ok. Et globalement, c'était des guides informationnels que HubSpot eux-mêmes ne faisaient pas, en tout cas pas de manière aussi poussée? Ouais, eux, c'était plus de mémoire, c'était vraiment des landing pages. Ok, ouais, ouais, ouais. Ok, mais c'est Faisait- top, ouais. En fait, HubSpot, tu avais beaucoup les landing pages justement pour générer des leads. Et derrière, tu avais vraiment les pages, je sais plus comment ils appellent ça, mais vraiment les pages métiers, plateformes, dans lesquelles tu as vraiment les ressources étape par étape pour Hmm. utiliser l'outil en fait. Ok.
Et t'avais pas cette partie-là encore qui était traitée, mais t'avais quand même la landing page qui ressortait très bien. Et derrière, en fait, on arrivait à grappiller Sur la des page. petites positions. Ok. Ça me fait penser quand j'ai branché HubSpot, en fait, sur la formation d'onboarding, parce que c'est vraiment une usine à gaz, ils m'ont renvoyé quand même vers un prestat externe. Ah ouais? Ouais. Et donc, je pense que pourtant, c'est gigantesque. Ils ont largement le budget de se dire que ils vont chercher ce marché, mais je pense qu'ils se sont dit, allez, on laisse l'académie, entre guillemets, HubSpot aussi à des prestataires, à des formateurs, etc., qui ont peut-être plus l'agnac, etc., pour aller chercher encore plus de business, etc. Donc, je pense que je peux comprendre qu'ils se positionnent pas sur les requêtes un petit peu annexes. Ouais, et t'as la même Hmm. chose avec Salesforce, hein. C'est pareil, t'as beaucoup d'agences partenaires Salesforce, mais Salesforce en interne, eux, ils gèrent pas forcément cette partie-là. Hmm. Ça serait presque anti-commercial de dire, bon, ça coûte 100 euros par mois, mais ça va vous coûter 2000 euros par mois d'onboarding. Parce que vraiment, je pense que ces agences-là prennent des sacrés tickets, quoi. Ouais, c'est des gros paniers moyens. J'avoue que Des tu gros paniers t'adresses à des moyens. clients finaux qui ont les moyens. Ouais, je pense que tu négocies pas trop sur les prix. Enfin, tu fais pas trop de rabais, quoi. T'as pas trop cette problématique. Bah, c'est ça. Et puis une fois que tu as le pied dans un CRM, c'est très difficile d'en sortir, hein. Donc ils le savent en fait Hmm. qu'ils ont la main là-dessus. Sinon, par rapport à ton expérience dans le SEO, globalement, qu'est-ce que toi tu aimes dans le SEO et aussi plus particulièrement dans le SEO annonceur? Parce que du coup, aujourd'hui, j'imagine que si tu le voulais, tu pourrais tout à fait te lancer en freelance ou trouver un job dans une super agence. Donc, qu'est-ce qui t'accroche finalement au SEO et au SEO annonceur? Bah, alors déjà pour la partie SEO, le SEO je le vois vraiment comme mais j'ai l'impression que vous c'est un petit peu pareil, hein, quand on écoute les podcasts, mais le SEO je le vois vraiment comme un jeu. Ouais. Je le vois vraiment comme j'ai gamifié complètement l'approche du SEO. Et il y a aussi cet aspect de récompense différée et qui te donne une satisfaction qui est tellement plus grande en fait que si tu avais ta récompense tout de suite, tu vois, tu peux mettre en place des actions, mettre en place des ressources, plein de choses. Et en fait, tu sauras seulement dans quelques semaines, mois, si vraiment tu t'es planté complètement ou si vraiment tu as mis en place des process et tout qui fonctionnent. Donc c'est vraiment cette partie-là que j'adore. Mhm. Et pour la partie SEO chez l'annonceur, ce que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir poncer en fait la thématique de A à Z. En fait, tu le remarques un petit peu quand t'es en agence, tu bosses sur plusieurs clients. Mhm. Et là, vraiment, tu peux prendre le temps en fait de cocher toutes les ressources à 100% en Ouais, c'est fait. vrai. Tu vois, dire, ok, là, je vais tout faire à 100% de façon très carrée. Mhm. Et c'est ça en fait que j'adore. Ok. Ça me donne envie de rebondir sur enfin sur deux trucs. Déjà, tu as dit un truc intéressant, je m'étais jamais fait la réflexion, mais quand tu dis que du coup, tu as un système de récompense différée versus récompense immédiate, en fait, ça m'a fait penser que le SEO, c'est une bonne école de la vie au final. Et tu vois, plutôt du bonheur à long terme versus le plaisir à court terme. Tout comme peut l'être des disciplines comme la musculation, n'importe quel sport, où voilà, faut mettre des efforts et tu progresses à long terme. J'avais jamais fait le rapprochement, mais du coup, enfin, le fait que tu aies dit ça, ça m'a fait un peu tilt, donc c'est marrant. Et ouais, c'est aussi un truc que je kiffe. Et le deuxième truc, c'est en fait, j'avoue que le côté tu pousses tous les curseurs au max via le SEO annonceur, ça doit être sympa. Et je me dis d'un autre côté, l'agence c'est pas mal aussi pour avoir cette vision peut-être 20-80 et aller à l'essentiel parce que de toute façon t'as pas le choix en fait. Donc je pense que tu as les deux qui sont en vrai hyper intéressants quoi. D'un côté tu vois le max de chaque curseur et d'un autre côté limite il faudrait plus faire annonceur en premier presque, comme ça tu vois tout au max, tout ce que tu peux faire dans la moindre petite opti. Et après, pourquoi pas une expérience freelance ou agence pour se dire, ok, qu'est-ce que je retiens de fondamental pour les résultats, quoi. Mais c'est très marrant ce que tu dis, Paul, parce qu'en fait, c'est exactement ce que j'ai remarqué en fait quand j'ai fait le passage. Donc moi, j'étais dans une agence, Ouais. enfin, j'étais sur la partie market de l'agence, donc j'étais pas en contact direct avec les clients.
mais tu avais aussi cette gestion pareille du 20-80 tout le Mm, temps. Et quand tu arrives justement chez l'annonceur, tu vois un petit peu moins ça. mm. Et donc, le fait de le remettre au cœur de ta strat, ça peut faire des grosses diffs aussi parce que tu permets, enfin, en fait, tu sors un peu la tête du guidon tout le temps. Tu te dis, OK, là, quelles sont les actions phares sur lesquelles Ouais, on va pouvoir bosser, qui vont générer des résultats rapides, versus des petites optimes sur lesquelles, en fait, tu vas passer des heures, des jours, des semaines, ouais, justement, à faire valider les process. Et tu te dis, mais en fait, j'aurais pu faire ça, ouais. qui m'aurait rapporté bien plus. Bah, ouais, bah, moi, c'est la vision que j'ai. Même si une expérience chez l'annonceur, c'est un peu un truc qui me manque, entre guillemets. Même si dans l'absolu, je vois bien que j'arrive à avoir des résultats sans avoir eu ça, donc c'est pas non plus obligatoire. Mais c'est vrai que j'ai pas pu pousser chaque truc au max. Quoique parfois, quand tu bosses en agence et que tu interviens dans des projets grands comptes sur des gros sites, tu pousses quand même un peu les curseurs pas mal. Souvent, il faut des reportings super précis et tout. Mais, euh, mais ouais. Mais oui, mais c'est un peu le truc. En fait, peu importe le temps que tu as, faut toujours te dire, ouais, c'est quoi la prio, quoi. Est-ce que là, peaufiner légèrement le maillage interne qui est déjà assez ok globalement et y passer 5 heures dans ma journée, c'est rentable, alors que en 5 heures, je pourrais peut-être créer 2 pages sur 2 nouveaux mots-clés qu'on cible pas. Et c'est vrai que souvent, moi, j'ai plus ce truc de dire, en fait, venez, on crée du contenu tout le temps, quoi, parce que pourvu que tu le fasses globalement bien et bien optimisé, après, tu as tout intérêt à recréer une nouvelle page plutôt que de chercher la petite bête ou. Mais il faut avoir une bonne approche, il faut avoir des bons process, gamifiés, peut-être comme toi tu as déjà, et où tu sais que ce que tu fais c'est bien, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, dans l'expérience en agence, je pense, ce qui est cool aussi, c'est que tu vois tellement de cas différents qu'après, quand tu es sur un projet, justement, un projet précis, bah, tu connectes plus facilement sur des choses que tu as mis en place un peu à gauche, à droite. Mm. Tu te dis, mais ouais, mais en fait, faut mettre ça, on l'a mis en place chez un tel, on a mis ça en place. Et c'est là où, en fait, tu gagnes tellement de temps parce que tu as vu tellement de use cases différents Ouais, que, que derrière, tu connectes beaucoup plus vite. ouais, c'est clair. Bah, pour conclure là-dessus, je suis d'accord, en fait, tu remarques les patterns communs, tu dis putain, c'est marrant, d'un site qui parle de comptabilité à un site qui parle de nutrition. Bah, en fait, je vois que c'est les mêmes patterns qui m'ont permis d'avoir des résultats plus ou moins rapides. Et en plus, je pense que ça peut t'enlever aussi, enfin, tout comme l'annonceur peut te l'enlever, mais ce syndrome de l'imposteur que tu peux avoir au début, le fait de bosser en agence ou en freelance et d'avoir des résultats significatifs sur différentes thématiques, différents business models de sites, e-commerce, vente de services, SaaS, à la fin tu dis ok, bon, globalement, a priori, j'ai à peu près compris comment faire du SEO parce que ça marche un peu partout. Et puis d'un autre côté, avoir bossé chez un gros annonceur, ouais, j'imagine que ça ce truc de attends, j'ai quand même fait du SEO pour X, X étant une marque super connue, j'étais entouré de plein de mecs chauds et tout. Voilà. Je sais pas, est-ce que tu as eu ton. Est-ce qu'il y a un moment dans le SEO, tu avais un peu le syndrome de l'imposteur, toi, Loïc, au début Ça, je l'ai toujours, hein. On vit avec ce syndrome de l'imposteur, hein. Ok, On vit avec ce syndrome de l'imposteur, hein, tu vois. C'est quelque chose qui. Et bien justement, c'est peut-être parce que j'ai pas eu justement cette période cette phase en agence qui m'a permis de voir plein de cas différents. mm, Et mais après en fait, tu te rassures en voyant les résultats des actions que tu mets en place bah finalement. ouais. Tu vois que parce que tu vois, par exemple, tu me mettrais sur un sujet e-commerce, Mm. je serais sûrement très mauvais parce que je maîtrise pas du tout le sujet, tu vois? Donc il y a pas mal de choses comme ça. Par contre, tu me mets sur des thématiques de sites de prestation de services, là, par contre, ça connecte plus Ouais, vite. ok, je vois. Ouais, c'est marrant que tu aies encore ce syndrome de l'imposteur, alors que bah, quand on regarde dans les faits, si on regarde ton LinkedIn, tu vois, tu es quand même head of dans une super boîte. T'as combien d'années d'XP dans le SEO? Bah, écoute, ça doit faire, 5 ans, 6 ans. Ok, 6 ans, ouais. ok. Non, bah après, c'est. De toute façon, c'est toujours. Je pense qu'on l'a tous un peu. Après, c'est à quel point tu l'as, est-ce que ça t'empêche au quotidien de tenter des trucs ou pas? Sinon, bon, c'est pas trop un souci, c'est plutôt une preuve d'humilité et de volonté de progrès, quoi, au final. Ouais, c'est ça. Et puis après, il y a aussi, c'est une des raisons, tu vois, qui m'a fait communiquer sur LinkedIn, c'est que je me suis dit, ok, bah, à un moment donné, donc il y a plusieurs choses, mais il y en a une notamment, c'est de me dire, ok, je vais pouvoir échanger.
ce qui m'amène un peu ici aujourd'hui, c'est d'échanger avec des personnes qui sont vraiment calées sur les sujets, de challenger des choses, revoir des process, on en reparlera certainement après. Mm. Mais il y a toute la partie aussi, on bosse tout le temps avec, on se fait challenger par des agences, par des freelances, justement, on s'entoure beaucoup Ouais. pour tout challenger. Et c'est pas une honte en fait de se faire accompagner, de changer les process justement avec d'autres SEO. Au contraire, je pense que c'est vraiment une bonne chose à faire et c'est un bon exercice. Mm. Ouais, non, c'est sûr, hein. C'est clair. De toute façon, on s'était fait la réflexion aussi avec Antoine. Tous les enfin les grandes marques qui considèrent leur SEO, la plupart challenge en fait, font des appels d'offres alors qu'ils ont déjà 10 personnes en interne qui font du SEO. C'est vrai que d'un regard externe, tu pourrais te dire, bah, c'est bizarre, ils n'ont pas confiance en eux ou quoi, mais c'est juste que quand tu as la tête dans le guidon, la même équipe, les mêmes process tout le temps, évidemment que c'est hyper intéressant de mettre un coup de balai là-dedans, quoi. Ah, et puis ça te permet après de booster tes curseurs, hein, ce qu'on évoquait tout Ouais, à c'est l'heure, vrai. à fond à chaque truc, tu Ouais, vois. c'est sûr. Des fois, vous faites appel à des freelances ou des agences pour une verticale spécifique, type, on sait que vous êtes les cracks de la web perf. Ouais, ça peut arriver. Ok, Ça peut arriver, clairement. Ouais. ok. Ouais, super intéressant. Euh, En parlant de SEO, de résultats SEO, est-ce que tu pourrais nous nommer je sais pas, tes trois plus gros concurrents directs en SEO et nous dire ce que selon toi vous faites mieux ou moins bien, ou tu vois vos différences un petit peu? Ouais. Alors les trois plus gros concurrents, je dirais qu'on a Legal Start. Oui, Le SEO le SEO de chez eux est très très bon aussi. ok, Euh, il s'appelle Thomas. ok, Très très bon SEO. Chez Legal Place aussi. Legal Place, qui ont vraiment aussi une belle stratégie SEO. Et donc là, c'est des Legal Tech. Et le dernier concurrent qu'on pourrait évoquer, c'est Dougs, je hmm, dirais. Dougs sur la partie compta en ok, ligne, qui mettent en place aussi de très très belles choses. hmm, Donc les trois, c'est vraiment du solide, hein. Pour le coup, c'est vraiment du solide. Ce qu'on fait mieux qu'eux, en tout cas ce qu'on essaye de faire mieux qu'eux, et ce sur quoi je mets un point d'honneur, c'est la partie vraiment réponse à l'intention de recherche. mhm, Réponse à l'intention de recherche parce que à chaque fois qu'on va publier un contenu, le but, c'est que les différentes personnes de l'équipe se posent la question, est-ce que là, on a le meilleur contenu de la SERP? ouais, Si c'est pas le cas, il faut qu'on le retravaille intelligemment pour que ça soit le meilleur contenu de la SERP. C'est vraiment comme ça qu'on essaie de voir les choses en tout cas, et c'est le point sur lequel on met le plus l'accent. hmm, ok, ok, très clair. Euh, Est-ce que tu vois des choses qui font de manière plus poussée que vous? Est-ce que d'ailleurs, ça m'intéresse, est-ce que vous avez le même nombre, tu penses, de personnes qui bossent le SEO en interne, le même budget à peu près, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Ça, franchement, j'en ai aucune idée. Je pense que ça doit être grosso modo pareil, Ouais. hein. Je pense qu'on doit avoir des équipes un peu similaires parce que naturellement, tu vois, ça va se staffer naturellement pour répondre aux enjeux et se positionner et tenir la volumétrie et les cadences de production et de mise à jour de contenu aussi, Hmm. parce que c'est vraiment un de nos forts challenges, c'est la mise à jour de contenu. Ouais. Et, euh, et du coup, excuse-moi, j'ai oublié la question. Non, mais c'était globalement, ouais, savoir s'il n'y a pas des Des écarts choses qui de font. budget, de ressources SEO au sens large, et sinon, qu'est-ce qu'ils font mieux que vous, ou est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu te dis, bon, ça, c'est vrai qu'on l'a pas encore fait, ou on le fait pas de manière aussi poussée qu'eux. Ouais. Ce qu'ils font mieux que nous, bah, il y a un indicateur que j'adore regarder, c'est la valorisation du trafic. Ok, La valorisation du trafic, j'adore regarder ce critère-là. Et il y avait une période, en fait, nous, on avait énormément de pages. Et en fait, quand tu regardais justement chez nos concurrents, ils en avaient moins que nous, ouais, mais ils étaient mieux positionnés que nous. Donc, ils avaient une valorisation de trafic plus importante sur les requêtes qui nous intéressent. ok, Et ça aussi, c'est un indicateur que j'aime particulièrement suivre. Donc, quelque chose qu'ils font mieux que nous, je pense, c'est réussir à se focus
sur les requêtes business Ok, parce que historiquement, le site de l'expertcomptable.com, ça a toujours été un portail informationnel. ok, d'accord. Euh, depuis il me semble, 2009 ou 2010. C'était vraiment le but. C'était déjà, ils ont réussi à choper le MD Ouais, ou le semi-MD, l'expertcomptable.com. Donc déjà là, c'était dans une optique SEO de base. En fait, l'ADN de l'expertcomptable.com, c'est vraiment la partie organique SEO. ok, Et c'est comme ça que ça a été pensé. Et derrière, justement, ils ont bossé toute la strat pour traiter toutes les requêtes. mm, Tout. De près ou de loin sur la partie entrepreneuriale finalement. ok, Et aujourd'hui, on essaie un peu de resserrer sur les requêtes qui nous intéressent. ok, très clair. Euh, Aussi, quand tu m'as mentionné Dougs, moi je les connais un peu. J'ai regardé surtout ce qu'ils font. J'ai direct pensé à YouTube parce que je sais qu'ils sont vraiment bons sur YouTube. Du coup, je me demandais un peu, ça m'a fait penser à la question, comment est-ce que vous faites d'un point de vue branding réseaux sociaux et comment font les concurrents? Est-ce que par exemple Dougs, que je trouve qui sont vraiment bons et pertinents sur YouTube, est-ce que c'est général en fait à tous les concurrents et vous compris ou est-ce que c'est que eux? Enfin, comment ça se passe un peu? Alors, pas tous les concurrents, mais ceux qui le font, ils prennent une petite longueur d'avance parce que bah, justement, en fait, on le voit, le trafic hors SEO a de plus en plus d'impact Mm. parce que finalement, tu vas te créer une communauté, tu vas te créer une audience. Et derrière, c'est des personnes de qualité qui vont aller sur ton site. Donc nous, on a aussi une très bonne équipe en interne qui bosse cette partie-là, cette partie YouTube, partie social media organique. Et c'est aussi une des choses, quand justement je vous voyais vous deux poster sur LinkedIn, je me suis dit, mais il y a un petit truc à faire, moi, pour pousser des fois, parfois, les contenus que je souhaite. Ok, ouais. Parce qu'en fait, tes meilleurs visiteurs, bah, potentiellement, c'est les autres SEO Ouais, qui vont aller oui. regarder. Tu vois, qui vont aller Ouais, épier ouais. les trucs. En fait, t'as pas de meilleur comportement qu'un SEO qui va aller sur ton site finalement. Mm. Non, c'est sûr. Il va tout scroller alors que l'internaute, limite, il va s'arrêter juste à la petite phrase en gras ou la réponse à sa question. Exactement. Ok. Et donc vous avez un pôle un peu branding. C'est quoi vos focus globalement? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Enfin, c'est quoi vos rythmes de publication à peu près quoi? Alors, il me semble que sur YouTube, il y a un rythme qui sera qui est ou qui sera, j'ai plus en tête si c'est déjà le cas, mais de 2 à 3 vidéos par semaine. Ok, c'est pas Donc mal. vraiment un gros, ouais. Ok. En plus, ça doit être des vidéos bien quali, j'imagine, pour une marque comme ça. Tu fais pas, c'est pas les vidéos de Paul qui filme son écran vite fait. Souvent, c'est des trucs quali quoi. Non, non, c'est vraiment des vidéos avec on a un très bon monteur vidéo on a des très bons monteurs vidéo qui sont sur le sujet. Non, non, les vidéos qui sortent sont vraiment travaillées. Ouais. Mais je suis très fan aussi du partage d'écran. Ouais, bah de toute façon, en fait, c'est à chaque thématique son format, tant qu'il y a de la valeur et tout. En vrai, je dis ça pour rire, mais c'est vrai que sur la thématique, quand même, en général, ouais, comptabilité, tout ça. Puis comme c'est des vraies boîtes qui ont plusieurs personnes, c'est tout le temps quasiment une personne facecam avec des petites animations qui pop, un beau micro, un truc sympa. Mais ok. Ouais, c'est ça. Ouais, Puis, bah, non, vas-y, vas-y. ouais, mais je voulais dire sur YouTube, de toute façon, vous le savez mieux que moi, mais il y a deux typologies de vidéos. T'as les vidéos à but SEO Mm. et t'as les vidéos aussi à but bah, pour ta communauté, pour l'algo YouTube finalement. Ouais, ouais, c'est clair. Mais d'ailleurs, c'était un truc, enfin, je le raconte des fois sur MVP, mais quand j'ai commencé le SEO, le YouTube plutôt, j'avais une approche 100% SEO, donc je regardais sur Href, YouTube, Keyword Tool, un truc comme ça qui était gratuit. Je crois qu'il est plus accessible aujourd'hui, mais je regardais et je faisais une vidéo par sujet. Et c'est vrai qu'en fait, enfin, plus le temps a passé, plus je me suis focalisé sur plutôt les recommandations YouTube. Donc en fait, faire juste une vidéo sur un sujet qui plaît, avec une miniature sympa, un titre sympa, et maximiser plutôt le taux de clic sur ta vidéo depuis
la page d'accueil ou les suggestions de vidéos à gauche ou ce genre de trucs. Et c'est vrai que c'est deux approches différentes, mais elles sont très complémentaires, quoi, parce que là, je vois aujourd'hui, j'ai encore des vidéos d'il y a peut-être 3 ans qui font des vues, des trucs un peu evergreen, genre, tu vois, le guide gratuit sur Screaming Frog, ce genre de truc. Très SEO, en fait, hein, tuto Screaming Frog, voilà, c'est ce genre de mots-clés. Et à l'inverse, je vais avoir des vidéos vraiment la meilleure, enfin ma nouvelle technique pour tout rafler en SEO, et hop, je montre un nouveau truc, et voilà, t'as des vidéos qui pètent, mais pendant peut-être quelques jours parce que c'est de l'instantané, entre guillemets, qui marche bien. Et puis t'en as d'autres, ouais, qui te rapportent des vues en mode SEO, quoi, purement tout le temps. Voilà, pourvu que les années ne balayent pas la pertinence de ton contenu parce que tel truc a changé ou tel truc a changé, sinon ça peut durer plutôt longtemps, quoi. Mais ouais, non, mais du coup, j'ai checké votre YouTube là, et ouais, je vois que ça publie bien. Il y avait une vidéo qui est sortie il y a 2 heures, celle d'avant c'était il y a 2 jours, celle d'encore avant c'était il y a 7 jours. Alors après, par contre, c'était 2 mois, 3 mois, donc je pense que vous avez fait une petite pause. Euh, Ouais, là, il y a un retour en force de l'équipe sur le YouTube. ouais, je vois ça. Et en plus, bah, il y a les deux types de vidéos dont on vient de parler. Tu vois, il y a la toute dernière, c'est comment remplir le document de la CFE, pas à pas, tutoriel complet. Donc là, c'est un sujet d'actu parce que moi j'ai reçu un mail aussi pour payer la CFE et tout. Plus, bah évidemment, ça a vocation à se positionner sur, j'imagine, CFE, tutoriel, ce genre de mots-clés. Et l'avant-dernière vidéo, enfin l'avant-avant-dernière, c'est le secret des millionnaires, entre guillemets la SASU. Et là, ça fait 24 000 vues. C'est sorti il y a 7 jours. Donc ça fait vraiment beaucoup plus de vues. Mais en SEO, ça a priori, ça vaut pas grand chose, quoi. Ça va être plus être les recommandations. Bah, c'est là où tu vois qu'il y a un intérêt. On essaie vraiment de s'aligner entre l'équipe YouTube Ouais. et l'équipe SEO. Parce que parfois, il y a certaines requêtes en SEO, tu peux pas les taper avec un article où tu seras vraiment en bas de page. Ouais. Et du coup, de pouvoir aller taper ces requêtes-là avec une vidéo, c'est toujours intéressant. Donc l'alignement des équipes, c'est ultra important. Hmm. Non, c'est sûr. Puis surtout que des fois, tu as même des vidéos YouTube qui se positionnent dans la SERP Google, quoi. Pour des mots-clés sur lesquels Google se dit, ok, là, ce qu'il faut, c'est une vidéo. Ça remonte très bien. C'est même comme ça que je me suis positionné aussi sur. J'avais fait un petit test sur Agence SEO, par exemple. J'en ai pas trop parlé sur les réseaux, mais en gros, j'ai ma page classique SEO qui se positionne historiquement top 10 globalement, quoi. Et je me positionne aussi 2 fois dans l'encart vidéo. Bon, sur Agence SEO, il est un peu bas, mais ça reste en page 1, avec 2 pages là actuellement. Et il y en a une, tu vois, c'est juste agence SEO 2 points, définition et arnaque. Donc évidemment, c'est très putaclic. Et c'est juste un short, c'est même pas une vidéo verticale, c'est vraiment juste un short que j'ai fait. Et si tu l'ouvres, je suis sur mon tapis de marche, je suis en train de parler, genre un peu balèque, tu vois. C'était vraiment en mode pur test. Et en vrai, la vidéo, elle tient, quoi. En vrai, c'est marrant. Énorme. Mais ouais, non, mais du coup, je suis totalement raccord avec ce que tu dis. Est-ce que du coup, vous insérez aussi les vidéos YouTube dans les pages du site? Ouais, ça, dès qu'on a une vidéo sur le sujet, on l'intègre. Et bah, tu as aussi toute la partie justement quand tu prépares tes briefs, la partie image à intégrer, vidéo potentiellement à tourner. Ouais. Ça, c'est des choses aussi qu'on essaie de voir dès le brief, en fait, finalement. Et pour que toutes les équipes soient alignées entre elles, pour qu'on ait la vidéo au moment de la sortie de l'article, que dans la vidéo, dans les ressources, on puisse pousser vers l'article et que ça fasse un cercle vertueux derrière, finalement. Ok. Et les vidéos, tu les mets haut dans l'article ou tu les mets tout en bas, par curiosité? Parce que je me demande si vraiment, quand tu parles d'intention de recherche, je me demande si vraiment mettre une vidéo, ça pousse une page en termes d'UX. Parce que ça ralentit la page. Et je me dis, l'intérêt d'aller sur YouTube, c'est d'avoir un contenu un peu plus profond, tu vois. L'intérêt d'aller sur Google, c'est peut-être d'avoir un truc un peu plus bullet point. Est-ce que, enfin voilà, je me pose vraiment la question, est-ce que ça améliore la qualité de la page, une vidéo ou non? Et ben, si ta vidéo est cliquée, je pense que oui, ça l'améliore.
tu En vois? tout cas, ouais, au niveau des signaux Ouais. utilisateurs, normalement, tu restes plus longtemps sur la page. Ça, c'est sûr. Ouais. Après, est-ce que faut la mettre tout en haut? Je sais pas. Hem, encore une fois, je pense que ça va vraiment dépendre de l'intention de recherche. Ouais, t'as Mais souvent, quand quelqu'un va arriver sur ton article, qu'il veut, c'est potentiellement une réponse très rapide. Mm. Donc, d'abord donner peut-être une réponse texte et ensuite en dessous la vidéo peut-être un peu pour plus bas, que ouais. la personne puisse pousser Effectivement. un peu si elle souhaite plus d'infos. Mm. Et en dessous, t'as tout le restant de ton contenu édito. Et t'as pu faire de la mise à jour de contenu avec de l'intégration de vidéo dans laquelle t'avais déjà une page qui rankait? Tu vois? Euh, Uniquement de l'ajout de vidéo, ça on le fait rarement. Souvent on fait, on change plus de choses d'un coup. Mais en tout cas, sur le peu que j'ai fait, j'ai pas vu de montée en puissance significative sur les pages. Mm. Ok. Après, je pense aussi, il y a quand même une grosse différence entre le comportement. Je vais sur YouTube, je souhaite une vidéo, donc potentiellement je suis chez moi au calme dans mon lit avec mon téléphone, avec ma tablette ou sur mon ordi, versus je tape sur Google et peut-être qu'en fait je suis juste dans un repas de famille et j'ai besoin d'une info rapide, je suis dans les transports. Je pense que j'ai pas les stats sur le trafic mobile sur Google, mais ça doit être absolument énorme quoi, comparé à sur ordi. Je pense qu'il y a que les SEO qui utilisent Google sur ordi en fait. Puis t'as raison, l'intention de recherche est hyper importante. Par exemple, le bon exemple, c'est nœud de cravate. C'est Paul qui m'avait dit ça une fois. Et c'est vrai que nœud de cravate, va faire un nœud de cravate en lisant des bullet points. Hein. Bon courage, tu vois. Alors que c'est pour ça que tu vois, sur nœud de cravate, tout en haut, t'as une vidéo. Pareil sur test micro. Bon, c'est bien qu'on te dise que le micro il est super et tout, mais c'est quand même mieux de voir une vidéo où le mec il parle avec le micro, tu vois. Ouais. Ouais. Donc t'as quelques requêtes où vraiment la vidéo elle est, elle est exceptionnellement importante. Euh, et par contre, inversement, 95% des requêtes où tu dis que la vidéo n'est pas non plus, c'est pas l'intention de recherche. Moi, d'expérience, je vois pas des pages. Forcément, la vidéo c'est un plus. Donc c'est pour ça que je me pose vraiment la question parce que je me dis qu'en termes de signal utilisateur, c'est un plus. Mais en termes d'UX, de parcours utilisateur, je suis pas sûr que ce soit, à part, comme tu l'as dit Loïc, pour les requêtes avec l'intention de recherche, genre nœud de cravate, tu vois, c'est vrai que c'est quand même plus facile de voir quelqu'un qui se fait son nœud de cravate ou qui apprend, qui fait ses lacets, tu vois, que de regarder un bullet point et de suivre le tuto comme ça, quoi. Ouais. Bah clairement, après, le genre de requêtes qui peuvent être intéressantes, tu vois, nous, par exemple, il y a SASU ou URL. La personne, elle peut très bien partir du principe qu'elle veut un tableau comparatif. Mhm. Donc, tu vas lui donner son tableau comparatif texte. Et en dessous, en fait, elle se dit, OK, bon, bah, j'ai des infos, mais je souhaite pousser un peu plus. Et donc là, bah, potentiellement, elle peut rechanger d'avis en cours de navigation. Donc, soit elle va aller sur YouTube directement rechercher une autre vidéo, mais potentiellement, elle est encore sur ton contenu. Et là, elle va cliquer sur la vidéo et elle va repasser du temps dessus. Mm. Donc, c'est vraiment pour ce genre de personnes-là Ouais. où Dans je quel me cas, dis, ça vaut plus ajouter le la coup. vidéo, ça peut être un élément supplémentaire qui fait que tu as la meilleure page sur, pour répondre à cette intention de recherche, tu vois. Ok. Mm. Sachant que là, du coup, j'ai tapé SASU ou EURL. Enfin, ouais, c'est ça. C'est exactement ce que tu dis, c'est que il y a un titre clair, temps de lecture 13 minutes, c'est écrit, hop, l'article en bref, en mode bullet point. Donc ça, bah, enfin, c'est un truc sur MVP, on en parle depuis pas mal de temps et enfin, c'est clairement une pratique giga à jour. Enfin, c'est excellent. Le petit sommaire, euh, un premier H2 en gros avec la réponse à l'intention de recherche, résumé encore, et puis la vidéo. Mais voilà, après, juste tu défiles et puis t'as le reste de l'info. Enfin, pour moi, là, dans votre cas, ça perturbe pas du tout. Dans tous les cas, ça peut presque que être du plus, sauf si ça explose votre web perf, mais bon, je pense pas. Ouais, ouais, bah la web perf, j'y prête attention, j'y prête attention, mais je me dis en fait que tant que la page charge vite sur mobile, Ouais, ouais. je pense que en fait, ça suffit à Google pour se dire, ok, bon, bah, l'internaute, il est satisfait, c'est ok, Ouais, grosso modo. ouais, t'as raison. Puis je pense que avoir réellement une web perf qui défonce les comportements utilisateurs tellement elle est nulle, je pense qu'il faut le faire quand même. Parce qu'avoir des mauvais scores sur PageSpeed et tout, ça se fait, enfin, ça se croise des sites comme ça. Après, de là à ce que vraiment la personne fasse demi-tour et tout, aujourd'hui avec les CMS, avec tout ce qu'on a,
À mon avis, c'est quand même assez rare. Enfin, je sais pas si vous envoyez souvent des sites où vous vous dites bon bah là ça charge trop longtemps, j'ai envie de me barrer. Sauf problème de connexion, erreur serveur ou ce genre de truc. Sinon moi ça m'arrive jamais quoi. Ouais, ouais, c'est assez rare. C'est assez rare et bah d'ailleurs j'ai déjà réussi. En fait, à un moment donné, on sortait pas mal de simulateurs et on les hébergeait. Enfin, c'était assez. On les hébergeait sur d'autres plateformes et ça demandait énormément de ressources. Ok ouais. Mais c'était pour des tests en fait. Et on avait réussi à très bien les positionner ces simulateurs. Donc le niveau de concurrence était pas non plus exceptionnel, mais on a réussi à les positionner très facilement, alors que quand tu regardais, tu vois, sur ton PageSpeed, tu avais un score qui était complètement Hmm. dégueulasse. Et c'est là où je me dis peut-être que le PageSpeed, s- tant qu'en fait, quand tu fais le test sur ton téléphone et que ça charge relativement bien, moi ça me convient bien sûr. On- on- quand tu es chez l'annonceur, justement, tu peux pousser à fond tous ces critères-là, Ouais. mais c'est pas là où je mettrais le plus de ressources. Hmm. Mais justement du coup on va entrer dans la partie où est-ce que tu mettrais le plus de ressources justement. Donc tu t'as dit que toi, enfin pour toi le contenu c'était quand même un des aspects que vous poussiez au max, notamment intention de recherche. Je crois que même précédemment tu nous disais que toi le content c'était vraiment la partie que tu as toujours un peu focus et que tu as toujours préféré. Euh, Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu les pratiques que vous menez au quotidien et qui selon toi payent le plus pour le SEO de l'expert comptable, que ce soit en contenu mais aussi autre, hein, si tu en as d'autres. Ouais. Ouais, les pratiques 20-80, bah, la première, c'est un peu de sortir de cette vision micro et d'avoir une vision un peu plus business. Ok ouais. Quelles sont les requêtes qui peuvent me ramener du business, plutôt que de me dire, OK, bon, bah, je vais prendre ma requête et je vais taper tout le cocon sémantique et tout traiter comme ça, aller chercher les requêtes vraiment business. Parce que en fait, le site de l'expertcomptable.com, ça a toujours vraiment été un portail informationnel, comme on disait tout à l'heure, Ouais. et on y traitait énormément de requêtes. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de se focus sur ce qui peut ramener du business et comment on va y répondre. Comment on va se focus sur ce qui peut nous ramener du business derrière en répondant à l'intention de recherche. Donc ça, c'est la première pratique 20-80, je dirais. La deuxième pratique 20-80, je dirais que c'est le branding. C'est le branding de plus en plus. Donc c'est pour ça que l'équipe qui bosse sur YouTube nous facilite beaucoup le travail parce que justement, elle travaille aussi notre branding, notre audience. Elle fait connaître la marque. Des gens tapent la marque. Des gens tapent la marque plus l'expertcomptable.com plus la requête création d'entreprise. Ok, c'est Enfin, fort. ce genre de requête-là. C'est, c'était Rémi Nestasio, je crois, qui disait justement sur l'importance de la marque quand tu tapes sac à main Louis Vuitton. Hmm. En gros, bah, c'est ce qui va faire que Google, lui, va se dire, OK, bon, bah, potentiellement, ces personnes qui tapent sac à main, elles cherchent le sac à main de la marque Louis Vuitton. Ouais. Donc C'est pour ça ça, qu'SEO Monkey est premier sur SEO. Non, c'est pas vrai. Ça devrait être le cas. Non, non, Ah, mais mais c'est vrai oui, que oui, je vois ce que c'est tu veux dire. puissant bah, pour deux trucs, pour l'autorité, ouais, évidemment, et potentiellement ça peut manipuler les Google Suggest aussi, et même les YouTube Suggest, on en a fait les frais avec Antoine, je vais rechecker en live, mais quand j'allais sur YouTube en navigation privée, donc je suis déconnecté, etc., je tapais podcast SEO, et ouais, il y a toujours ça. En deuxième, quand tu tapes podcast SEO, enfin en tout cas chez moi, t'as podcast SEO MVP, donc c'est nous, podcast SEO local, et voilà. Et parce qu'en fait, ça fait quelques mois que maintenant, quand je partage l'épisode de la semaine sur LinkedIn ou Twitter, et bah je mets pas le lien, je mets juste taper podcast SEO MVP sur Spotify, sur machin, sur truc. Déjà de base, il y a une raison qui est que sur LinkedIn, quand tu mets un lien externe, ça explose un peu la visibilité de ton post. Donc voilà. Et puis bah ouais, du coup ça fait de la manipulation, c'est pas mal. Bon après des gens qui tapent podcast SEO dans YouTube doit pas en avoir 100 000 par jour, mais ça peut faire une petite diff quoi.
C'est une expérience. J'ai une petite question Loïc, un peu piège. Parce que c'est vrai que l'expert comptable, comme tu dis, c'est un hub de trafic informationnel, c'est limite un média. On l'a tous déjà croisé, ce site, c'est pour ça que je trouve que c'est une super étude de cas. Est-ce qu'aujourd'hui, échanger 95% de ton trafic versus les 50 requêtes les plus transactionnelles, tu signes? Moi, je signerais. Mais, enfin, je signerais parce que en fait, c'est ça. Elle est vraiment compliquée. Elle est vraiment piège ta question. T'as expert comptable pas cher, expert comptable plus toutes les métropoles. Je signerais parce que, en fait, les autres requêtes informationnelles t'apportent un peu cette part de notoriété que tu pourras récolter justement avec YouTube, avec une communauté que tu vas générer un peu autrement. Je pense qu'en fait, c'était peut-être c'était la meilleure pratique avant, les requêtes informationnelles, parce que t'étais visible sur énormément de sujets, donc ta marque était visible partout. Mais aujourd'hui, ta marque, tu peux la rendre visible sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur plein d'autres canaux. Donc je pense que sur la partie SEO, je signerai sur les 50 requêtes business. Et le restant de mes requêtes, en fait, qui serait plus du coup le portal informationnel, on ferait autrement pour générer ce trafic qualifié. Est-ce que tu penses que d'avoir beaucoup d'informationnel, c'est une force aujourd'hui par rapport à un site qui a peut-être un peu moins d'informationnel sur ta thématique? Comme je pense, tu vois, Legal Place, il est super fort, je crois, en YouTube. Alors, j'espère ne pas confondre avec Legal Start, mais Non, c'est je ça, sais ouais. que Et ouais, Legal Place, il fait un podcast qui cartonne. Je les vois moins sur l'informationnel Google. Est-ce que tu penses que d'avoir beaucoup d'informationnel Google te permet d'avoir plus d'autorité sur ton domaine et donc, si à travail égal, de mieux ranker sur la requête transactionnelle, ou en fait c'est deux choses complètement distinctes? pen- je pense que c'est toujours un plus si tu es bien positionné parce que tu vas avoir un bon comportement utilisateur sur ton site. Ça peut être un plus, mais je sais pas si c'est un indispensable. Ok. C'est intéressant que tu dis ça parce que pour le coup, c'est vrai que l'expertcomptable.com, c'est un des sites qui fait le plus de trafic informationnel que dans une thématique qui reste pourtant business. Ouais. Vous faites combien de trafic juste à peu près mensuel? 1 million. 1 million Voilà, mensuel. donc en termes d'informationnel, vous avez tout pété. Moi, ça m'avait fait rire, je sais plus si c'était vous, mais j'avais marqué, je crois que c'est création plus, et genre tu fais, par exemple, tu veux monter un kebab, tu tombes sur l'expert comptable. Tu veux monter un restaurant, tu tombes sur l'EC. Et en fait, ils ont fait tout, genre lancer son kebab, lancer sa pharmacie, lancer son Ah, c'est restaurant et tout fort. ça, tu vois. Ouais, on a tout Vous avez fait. tout fait. On a fait toutes les activités possibles et inimaginables qu'on peut traiter. Qu'on peut traiter. Ouais, magnifique. Bah, d'ailleurs, ça me fait penser à une question qu'on avait notée, c'est globalement, en fait, c'est quoi votre stratégie aujourd'hui? Quels sont les mots-clés que vous sélectionnez? C'est quoi vos focus actuels? Qu'est-ce qui peut-être, je ne sais pas si tu peux aller dans ce niveau de détail, mais quel type de mots-clés vous rapporte le plus en SEO en termes de lead, etc. C'est quoi vos focus, quoi, globalement? Ce qui va rapporter le plus de leads, c'est les requêtes phares, enfin les requêtes sur lesquelles en fait, quand tu es un petit site, tu vas te dire, ok, je vais pas les taper parce que c'est trop compliqué. Ouais, C'est faire comptable en ligne, par exemple. ouais. Vous êtes premier là-dessus, hein. Ouais, ouais, c'est les requêtes. Je vous avais trouvé comme ça quand j'avais cherché mon premier expert comptable et j'ai été votre client pendant 2 ou 3 ans, je crois, grâce à ces trucs-là. Elle a dû vous rapporter beaucoup de clients, je pense. Expert comptable en ligne, pour le coup. Ouais, clairement. Clairement, bah, c'est ce genre de requêtes-là qu'on priorise. Et pour le restant, donc pour tout ce qui est du trafic informationnel, là, ce qu'on essaie de faire, c'est de rafraîchir le contenu régulièrement. En fait, je crois que c'était Léo Poitvin qui disait ça, il me semble. C'était ton site, il doit avoir autant de pages que tu arrives à traiter et à réoptimiser. Sinon, c'est que tu as trop de pages et si tu n'arrives pas à les entretenir de façon régulière, Mm, c'est que tu as trop de pages, ton site est trop grand pour toi et tu n'es pas assez staffé, donc ton site va perdre en qualité. mm. C'est pas mal comme Ouais, vision. c'est une bonne logique. Sauf si tu as Ouais. que des pages sur des mots-clés un peu evergreen, je pense. Bon, après, je sais pas, mais j'imagine que les attentes de Google diffèrent. Si tu es dans une thématique comme vous, qui est quand même très liée à l'aspect légal, à l'aspect les lois en cours, les nouveaux trucs qui changent et tout,
Là, ouais, je pense que de toute façon, vous avez juste pas le choix. Sinon, même hors SEO, ça veut dire que vous donnez des fausses infos parce que les trucs sont pas à jour et tout, c'est horrible, enfin, c'est pas possible. Ouais, D'ailleurs, vous ouais, devez ouais, avoir une attends, équipe légale en interne, enfin, qui font que de la veille, non? c'est ça, exactement. Et puis derrière, derrière, tu as tout le sujet d'optimisation parce qu'il y a des choses qui parfois changent, mais au final, t'es pas informé tout de suite. Ouais, Ou ça passe, tu vois, quand tu fais ton export Screaming Frog et tu essaies de sortir les patterns ou les choses qui t'aident à retrouver les requêtes à modifier, parfois tu peux passer à côté de certaines choses. Donc on a tous nos comptables en interne qui sont vraiment sollicités sur ce genre de sujet-là ouais, pour nous aider. C'est vraiment un travail d'équipe, un travail de tout le groupe en fait. hmm, ok. Trop, trop bien. Globalement, ouais, donc tu disais, en gros, les mots-clés qui rapportent le plus de leads, c'est expert comptable en ligne, enfin les gros mots-clés business, quoi. Comme nous avec Antoine, ça serait agence SEO, freelance SEO, ce genre de trucs. Est-ce que pour autant, c'est ceux que vous focalisez à mort? Parce que qui dit requête business et générique dit requête concurrentielle. Donc en fait, dans les faits, sur quoi vous vous concentrez aujourd'hui comme mot-clé le plus en termes de budget linking, de budget rédac, enfin de temps humain? C'est sur les grosses Ok, requêtes. En fait, les petites requêtes, on y va, on y est, mais forcément, tu as besoin de moins de budget parce que tu as moins de concurrence, ouais. tu peux te positionner plus facilement. Donc, en fait, on y va aussi sur toutes ces requêtes-là, qui sont très importantes parce qu'elles vont quand même te générer, une requête va te générer un lead à gauche, une autre va t'en générer un autre à droite, et en fait, la volumétrie va faire que tu vas générer beaucoup de leads aussi. Hmm. Donc faut pas les négliger, mais elles te demandent aussi un peu moins de ressources que tes grosses requêtes mastodontes finalement. Ouais, ok. Ok, ça marche. Parce que je vois que vous avez, je vais absolument rien t'apprendre, hein, mais je dis ça pour les auditeurs. Mais je vois qu'il y a des requêtes intéressantes, genre expert comptable pour la thématique, quoi. Pour SCI, pour auto-entrepreneur, pour freelance, pour, je sais plus ce que j'ai vu, pour SASU, pour LMNP. En fait, il y a plein de bah, tout comme il y a consultant SEO plus CMS, consultant SEO plus ville. Il y en a plein, quoi. Ouais, on a tout. On essaie de faire toutes les activités. D'ailleurs, si vous envoyez une manquante, n'hésitez pas à me la remonter. Ça marche. Mais ouais, super intéressant. Euh, Globalement, c'est quoi ton avis sur le netlinking aujourd'hui? C'est un sujet qui est quand même tendance depuis, je dirais, 1, 2 ans, où voilà, l'écho général, c'est quand même que ça marche moins qu'avant, c'est moins facile. C'est quoi ton avis, toi, sur le sujet et qu'est-ce que vous faites à ce sujet-là? Ouais, pour moi, le netlinking, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ouais. Et c'est le truc que tu vas faire à la fin, justement, quand tu sais que ton contenu est meilleur que celui des concurrents. Mm. Là, tu vas pouvoir pousser avec du netlinking. Et c'est vraiment ton contenu qui est la base, qui fait les fondations, en fait. Et là, tu vas vraiment rajouter la touche finale, tu Mm. vois. Après, tu as quand même t'as quand même plusieurs typologies de liens, finalement. T'as le lien que tu vas acheter sur les plateformes de netlinking, que tout le monde peut acheter et que grosso modo, si Google veut le savoir que tu l'as acheté, ils peuvent le savoir, quoi. Mhm. Mais tu as les liens aussi que j'appelle les liens rares. C'est les liens que tu dois aller chercher un peu que tu vas chercher justement parce que tu connais le head of SEO je sais pas, de Malte, Ouais. je sais pas quel autre partenaire. Et c'est les liens justement que tes autres concurrents, eux, ne vont pas avoir. Mm. Et c'est ces liens-là qui, je pense, ont de la valeur, premièrement. Et deuxièmement, les autres liens qui ont de la valeur, c'est les liens qui vont être cliqués. Je pense que même un lien qui est sur un plus petit site, qui est cliqué parce qu'en fait, la personne qui partage l'article, en fait, elle a une newsletter qui est super lue
et dedans, elle partage un article, et la personne va cliquer sur le lien dans l'article. Ouais. C'est les meilleurs liens, ça. Hmm. Ok, bah écoute, ça rejoint notre vision avec Antoine. Euh, J'ai une petite question, je pense que c'est l'avant-dernière. D'après le plan en tout cas, est-ce que vous utilisez aujourd'hui les intelligences artificielles? C'est pour ça que je le rajoute, on l'avait oublié de mettre dans le plan, mais est-ce que dans le process SEO chez l'expert comptable, vous avez inclus un petit peu un process IA? Plus que juste avoir un chat GPT que tu peux ouvrir, etc. Est-ce que vous avez des prompts que vous partagez, des process, ou pas encore? Pas forcément. Ouais, il y a des process qui sont toujours améliorables et challengeables. Justement, c'est des gros sujets qu'on a. Parce que au départ, bah, quand ChatGPT, l'IA est arrivé, le but c'est que tu dis ok, je vais tout automatiser. Je vais automatiser toute ma strat. D'abord, tu pars comme ça. Tu vois vite que le résultat et ce qui en ressort, c'est moyen, quoi. hmm. Donc après, c'est là où tu te dis, ok, il faut que j'arrive à utiliser l'IA, utiliser les automatisations sur les tâches à faible valeur ajoutée, automatisables, chronophages, pour derrière que moi, je puisse, ou l'équipe, puisse se consacrer sur les tâches à forte valeur ajoutée, comprendre l'attention de recherche, trouver, par exemple, tu as l'article SASU ou URL, si on reprend cet exemple-là, l'IA, elle va très bien te dire, ok, bon, bah, les différentes parties-là, il faut que tu les abordes parce que tous les concurrents, ils les abordent. Hmm. Ça va te faire gagner du temps. Et derrière, toi, tu vas pouvoir te dire, ok, bon, bah, moi, je vais passer du temps pour trouver le critère, le truc que les autres concurrents n'ont pas vu, n'ont pas traité, Ouais. ou l'élément en plus. Et c'est là où, en fait, où l'humain doit passer plus de temps. Et c'est ce qu'on essaie de faire au max. On utilise vraiment l'IA pour les tâches chronophages et celles sur lesquelles, en fait, bah, on n'a pas de valeur de passer dessus, finalement. Hmm. Ok, très clair. Ça me fait penser du coup, bah voilà, tu viens littéralement de dire qu'il y a certaines tâches qui peuvent être IAtisées slash automatisées sans perdre en pertinence, quoi. Un truc un peu répétitif, tout ça. Euh, du coup, je me demande, c'est quoi, selon toi, vos process internes dans les grandes lignes qui vous font gagner le plus de temps ou qui vous libèrent le plus de temps ou qui vous font avancer particulièrement vite? Est-ce que, je sais pas, il y a des grosses boîtes comme ça qui ont des tools en interne, j'en sais rien, ouais, pour comprendre la SERP plus vite, pour faire du maillage automatique, ce genre de truc. Ouais, bah c'est ça, tu as des outils d'aide pour créer tes briefs. Mhm. Donc, pour créer ta première passe de brief. Derrière, tu as des outils qui t'aident à faire des premières rédacs. Mhm. Et ensuite, ça te permet derrière, quand tu as des experts comptables qui repassent sur les sujets, en fait, ils ont déjà une première partie qui est faite. Ouais. Et eux, ils ont, ça leur permet de vérifier, de rajouter les éléments à forte valeur ajoutée et de pas perdre du temps sur les éléments bateaux, Mhm. j'ai envie de dire finalement. Ok. Et globalement, ça, c'est des outils que vous avez développés en interne ou c'est des solutions externes que vous utilisez? Il y a des solutions, externes, il y a des solutions internes, Ok. il y a un outil qui est pas mal, qui s'appelle Dust, Ok. qui permet de gérer des agents IA. C'est vraiment cool. Ok. Dust.tt. Ah ouais, je l'ai, ok. Il y a tellement d'outils IA, j'arrive jamais à... Tu vois, là, j'en découvre un nouveau tous les jours. Ouais, je connaissais pas, ok. Ok, super. Trop bien. Bah écoute, on a une dernière question qui est une question posée par un auditeur. Donc c'est @tenornpix qui nous dit Loïc, virgule, avec l'essor des Google AI Overviews et les exigences croissantes de l'AI Act en 2025, comment les stratégies SEO, notamment pour des sites comme l'expertcomptable.com, doivent évoluer pour rester efficaces tout en respectant les contraintes réglementaires. Alors j'espère que tu es calé, parce que moi, AI Pas Act, j'ai facile vu comme passer, question. mais je ne saurais même pas dire ce que c'est précisément. Ouais, je t'avoue que ça me dit rien Je non crois que plus c'est pour sur le coup. la... c'est quoi? AI Act. Nanana. On va regarder. Après, il a dit un truc intéressant en attendant que Paul cherche, c'est qu'il a parlé de AI Overview plus en général, et c'est vrai que vu que vous avez pas mal focus l'informationnel, est-ce que ça te fait flipper quand même le fait que potentiellement tu auras l'AI Overview qui va arriver?
En fait, t'as pas le choix, quoi. Tu sais que ça va arriver. Dans tous les cas, je crois qu'on est le dernier pays d'Europe à pas avoir l'AI Overview. Enfin, non, on est le dernier, ouais, on est un des derniers à pas avoir l'AI Overview, en tout cas. Et bah, t'es obligé de l'accepter finalement. Et justement, c'est aussi pour ça qu'on focus sur les requêtes business. Mmh. Parce que derrière, le trafic informationnel, en fait, il sera autre part. Et c'est bien d'être cité dans ChatGPT en tant que source. C'est très bien, mais ça te ramènera jamais de trafic, ça te ramènera très peu de leads. Enfin, on le sait, on clique rarement sur les sources que ChatGPT nous propose. Donc ton trafic, finalement, tu vas le perdre en tout cas. Ouais, je te rejoins là-dessus. Il y a eu un cas un peu intéressant entre la presse et ChatGPT OpenAI, c'est qu'en fait la presse verrouille leur contenu à OpenAI. Enfin, ils font tout pour. Et en fait, c'est en même temps, ils ont pas si tort que ça. Tu peux dire, bon, bah, en soi, ils jouent pas le jeu, ils sont en retard, etc. Mais c'est un peu comme, en fait, eux, ils peuvent. Mais c'est vrai que quand t'as un site qui fait 1 million de trafic et que tu dis que tu vas tout te faire pomper par quelqu'un qui va te mettre, il faut cliquer 3 fois source, ça fait un peu mal quand même. Ouais. Et je pense que c'est vrai que les transactionnels aujourd'hui sont vraiment les requêtes les plus importantes pour le coup à Et focus. d'ailleurs, avec ce que tu dis, Antoine, il faut que les SEO ils fassent super gaffe. Parce que les SEO qui se disent, OK, bon, bah, je vais publier un article sur tel média, je vais payer l'article 1 000 euros. Et au final, pour ranker sur les LLM, et derrière, en fait, l'article est bloqué, En bah, effet, ouais. c'est de l'argent perdu. Ouais, clairement. Après, de toute façon, enfin, nous, la conclusion à laquelle on est arrivé avec Antoine depuis plusieurs mois déjà, c'est ouais, le SEO LLM, c'est pas pour du trafic, c'est vraiment pour de la recommandation, pour gagner en autorité, pour que les gens tapent votre nom potentiellement après dans Google, parce qu'en fait, on lui a recommandé un truc. Après, pour les e-commerce, c'est différent parce que alors je sais pas si c'est possible en France, mais en tout cas, ChatGPT est en train de rendre possible le fait d'acheter en direct depuis ChatGPT. Donc c'est la suite logique, hein. C'est pas, c'est pas encore en place. C'est pas encore en Mais place dans d'autres pays? en tout cas, même pour le service, ce qu'on veut, c'est pas être la source, c'est être cité, quoi. Mm. C'est que ce soit en mode fiche produit pour le e-commerce parce qu'ils vont mettre le plugin ou juste le lien, ou que ce soit pour le service, etc. Ce qu'on veut, c'est être cité par les LLM, c'est pas être la source. Et l'informationnel fait que t'es la source, alors que la citation, normalement, fait que t'as un angle un petit peu différent, t'es le meilleur, ou t'es le plus, ou t'es dans un comparateur, t'es dans une requête un peu plus commerciale. Mais tous les articles, tous les contenus écrits en mode information, c'est les grands perdants de l'IA, quoi. Enfin, d'après ce qu'on voit, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et pour ranker sur les LLM, ce qui reste, c'est la SERP domination, en fait. Finalement, si t'arrives à être sur tous les... bah, c'est un peu ce que vous faites, il me semble, d'être sur tous les comparatifs, tous les articles, t'es cité. Ouais, Grosso c'est ça, modo, derrière, tu ressources dans les LLM. les citations LLM, c'est quand tu marques la meilleure produit ou le meilleur service pour quelqu'un qui fait ci, etc. Mais tu as toujours une notion de comparatif ou de produit ou de service, etc. Moi, j'ai déjà acheté plusieurs fois sur ChatGPT, enfin plutôt, j'ai été dans le parcours ChatGPT pour acheter. Mais par contre, ce que je veux, c'est le lien, quoi. C'est par exemple, je sais pas, les meilleurs t-shirts pour moi, là, je suis un homme, un truc qui fait un peu froid à Lille, donc il faut un truc un peu chaud et j'aime bien le noir, etc. Il va me citer 3 marques, c'est ça qu'on veut. C'est pas être crawlé, c'est être cité, quoi. Mm. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que nous, on peut pas se permettre de faire, tout ce qui est comparatif, parce qu'on est régi par l'ordre des experts comptables. Donc c'est un peu comme les médecins, on peut pas se permettre de se comparer avec nos confrères. Donc Mhm. c'est quelque chose sur lequel on est assez limité de ce côté-là. Ok. Et du coup, les gars, AI Act, en gros, c'est la loi européenne sur l'intelligence artificielle. Et c'est le premier cadre légal au monde qui régule l'IA selon le niveau de risque qu'elle représente pour les gens. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que les systèmes d'IA utilisés en Europe soient sûrs, transparents, éthiques et traçables. En gros, il me dit, GPT, c'est un peu le RGPD de l'IA. Et en gros, il y aurait 3 catégories. Donc les utilisations de l'IA à risque inacceptable, qui sont interdits, ceux à risque élevé qui sont encadrés, et ceux à risque limité où il n'y a pas de souci. Donc, par exemple, un risque inacceptable, c'est des IA de notation sociale, de reconnaissance faciale de masse, etc. Bon, on se rend bien compte que c'est un peu touchy.
Et le risque limité, donc le moins risqué, c'est des générateurs d'images, des assistants vocaux, des trucs comme ça. Et donc en gros, ouais, comme le RGPD est un peu contraignant pour tous les sites internet au final en France notamment, a priori, ça deviendrait aussi contraignant à ce niveau-là. Donc 2024, c'est l'entrée en vigueur du texte. 2025, interdiction et règles pour les gros modèles. Et 2026-2027, obligation complète pour les IA à haut risque. Donc c'est un truc qui va se mettre en place dans le temps, quoi, a priori. Bon, c'est intéressant. De toute façon, on entendra très vite parler. Souvent, ces trucs-là, t'en Oui. entends parler quand ça commence à impacter les gens. Tu sais, as des gigaposts LinkedIn qui sortent et tout. Donc bon, J'en ferai un pour vous prévenir. nickel. Suivez Loïc sur LinkedIn, du coup. De toute façon, on mettra ça en description. Ok, bon bah trop bien. Ah oui, dernière question qu'on avait aussi, c'est par rapport au télétravail chez l'expert comptable. Est-ce que ou c'est une question qu'on pose comme ça est-ce que vous avez des jours de TT de prévus? Est-ce qu'il y a des gens en full TT? Ouais, c'est vraiment flexible de ce côté-là. La règle, c'est un jour en entreprise au minimum et un jour de télétravail au minimum, Ok, grosso modo. Et Ouais, derrière c'est flex. ok, ok. Super. Bah écoute, Loïc, merci pour ton temps et tes réponses qualitatives. T'avais déjà fait des podcasts ou pas, toi, forcément? Jamais, c'était ma première expérience. Ok, J'ai trop. bien stressé pour le Ah coup. ouais? Ok. J'ai stressé, ouais. Ah ouais, bah en tout cas c'était nickel, posé, clair, trop cool. Antoine, j'espère que t'as kiffé aussi. ouais, franchement, j'ai trouvé ça très intéressant. Magnifique. Merci beaucoup, Loïc, et puis au plaisir de se recroiser sur la SERP Yes, carrément. ou dans la vraie vie. Plaisir. Merci à vous. Ciao tout le monde.